Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de culture chrétienne. Cette semaine, nous nous associons aux célébrations que KTO vous fait vivre en direct depuis Rome. Le pape François béatifie en effet son prédécesseur, glorieusement régnant selon l'antique formule romaine, de 1963 à 1978, Paul VI. C'est pour nous l'occasion de revenir sur la figure de ce pape controversé, déjà presque canonisé pour certains catholiques. Il est qualifié par d'autres de pape triste, de pape angoissé. Alors, plus de 35 ans après sa mort, quel bilan tracé de son pontificat, et que sait-on de ce qu'il a précédé la vie et la carrière de Giovanni Battista Montini, né en 1897. Pour répondre à ces questions, deux invités. Philippe Chénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université pontificale du Latran, dans l'Université du Pape. Christophe Henning, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Pèlerin et vous êtes l'auteur d'une biographie de Paul VI. Alors, peut-être pour commencer, on va essayer de suivre pas à pas la vie de Montini avant de voir celle de Paul VI. Peut-être dans quelle famille naît-il, quel milieu. On peut peut-être commencer par vous, Christophe. Comment est-ce que vous avez fait une petite vie de Paul VI? Alors, c'est quoi petit Paul VI? Le petit Paul VI, oui, c'est vrai. Une petite vie de Paul VI, c'est un peu difficile sur un grand pape, quand même. Mais c'est vrai qu'il commence tout petit, en 1897. Donc, il naît avec le XXe siècle, pratiquement. Alors, pour la petite anecdote, mais qui est aussi un clin d'œil, ou un clin d'œil de Dieu peut-être, le jour de son baptême, le 30 septembre 1897, dans un Carmel de Normandie. On sait qu'il y a une jeune carmélite, Thérèse, qui s'éteint. Voilà. Donc ça, c'est un petit signe aussi qui a été repéré par beaucoup à travers le siècle. Il naît dans une famille, mais Philippe Chénaud pourra développer bien mieux que moi, il naît dans une famille plutôt installée, plutôt bourgeoise et plutôt engagée dans les questions de la vie sociale. Alors, c'est difficile en Italie à ce moment-là, puisque voilà, les États pontificaux ont été créés en 1870 et il est bien question pour les catholiques de ne pas se mêler de politique. Or, dans la famille Montini, on a l'habitude de s'engager. Alors, les parents Montini vont le faire davantage dans des structures associatives, caritatives, mais ça, on le reverra, on en reparlera sans doute. Ça a été pour Giovanni Battista Montini vraiment une tradition familiale de cet engagement politique. C'est donc peut-être un peu d'histoire. On a déjà commencé de parler des États pontificaux. Il suffit de voir la chronologie. Donc il naît avec le siècle et il va avoir une vingtaine d'années au moment où se dessine sa vocation et au moment où l'Italie est dans les bouleversements d'après-guerre. La marche sur Rome de Mussolini n'est pas loin. Donc c'est quoi le milieu politique? Parce que ça va jouer un rôle important dans la carrière du pape. Bon, son père, Giorgio, était un catholique très engagé. Il dirigeait le journal catholique local. C'était un des dirigeants du mouvement catholique à Brescia. Et plus tard, il aura même des responsabilités au niveau national. Et donc, il naît dans un milieu quand même marqué par cette tradition militante du catholicisme du nord de l'Italie, de la Lombardie, dans un contexte qui était quand même un contexte encore assez difficile. Il faut bien voir que la question romaine n'a pas encore été réglée. Les catholiques italiens sont invités par le pape à bouder la vie politique nationale, ni élus, ni électeurs. Mais dans ce milieu catholique de Brescia, il y a l'idée qu'il faut arriver à une réconciliation entre l'Église et l'État. Donc c'est un milieu aussi très, très patriote. Et dans les premiers écrits de Montini, jeune, même avant la guerre de 14, on trouve cette fibre patriotique, même un hymne à la patrie, à l'Italie, pour laquelle il serait, dit-il, prêt à donner sa vie. Et il va entrer au séminaire en 1916, donc on est en pleine Première Guerre mondiale. Est-ce qu'on a une idée de sa vie intime et justement de ce qui décide de cette entrée au séminaire? Parce que j'ai lu, et peut-être que vous me corrigerez, mais que contrairement par exemple à Jean 23, qui a toujours écrit un peu sa vie spirituelle, on ne sait rien. Enfin, il n'a pas raconté sa vie, ce Montini. C'est sûr que Montini est très très discret sur ces questions-là. Sur sa vocation aussi, on se demande un petit peu. Alors, il y a une influence certaine aussi des moines bénédictins d'origine, qui viennent de France, puisque avec la loi de séparation de l'Église et de l'État, ils se sont réfugiés pas très loin de Brescia, justement. Et donc, il y a une certaine
Oui, une habitude que prend Battista Montini à aller chez ces moines. Et même il y a un directeur spirituel, un moine qui l'accompagne. Voilà. Et en même temps, c'est une période difficile pour lui parce que toute sa scolarité est assez chaotique parce que santé fragile fait qu'il ne suit pas les cours très très régulièrement. Et même le séminaire, il sera un petit peu en candidat libre, j'ai envie de dire. Simplement parce que sa santé est vraiment très fragile, ce qui fait sans doute que cette vocation peut-être monastique lui est quasiment interdite, ou en tout cas impossible à vivre. Et comme l'a dit un historien italien, je trouve que c'est une remarque très juste. Sa principale expérience a été une non-expérience, c'est-à-dire qu'il n'a pas été au séminaire. Oui. Donc il est resté un élève. Pour devenir pape, c'est une bonne. Mais en même temps, ça lui a permis d'avoir un esprit peut-être plus ouvert, le fait de continuer à vivre à la maison. Et son père avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances dans la classe politique, dans les milieux culturels, intellectuels, qui étaient en pleine effervescence à cette époque. Hein. C'est l'époque de la crise moderniste, juste avant la guerre de 14. Et tout ça va l'ouvrir. Pour ce qui est de sa vocation, il y a l'influence bénédictine, c'est vrai, mais il fréquentait aussi l'oratoire de la Pace à Brescia, qui était dirigé par des pères de la congrégation de l'oratoire. Et deux prêtres ont eu une influence certaine sur lui. Le père Bevilacqua, qui fera plus tard cardinal en 65, à la veille de la dernière session du concile, et le père Carezana, qui était son directeur spirituel. Donc il y a un certain nombre d'influences qui ont joué et qui expliquent qu'à un moment donné, il a décidé d'entrer au séminaire sans y entrer, en suivant les cours. Mais il continuait de vivre à la maison. Alors, vous avez commencé à le dire l'un et l'autre, on sent que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, enfin d'extrêmement brillant, et la carrière est assez fulgurante, puisque on a, donc il est ordonné en 1920, en 21 il entre à l'Académie des nobles ecclésiastiques, donc l'école des nonces, il est très vite nommé en Pologne, et puis ensuite à la secrétairerie d'État, donc on va vite, hein, parce qu'il faut quand même que c'est une vie qui est quand même très remplie, donc il va falloir qu'on... Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces années-là? On a l'impression que c'est vraiment l'ascension du jeune Don Montini, qui va d'ailleurs devenir Monsignor très vite. C'est une ascension rapide et en même temps, il est un peu poussé par les événements. Il y a toujours cette question de santé fragile qui fait que l'évêque de Brescia se dit je ne peux manifestement pas le lancer dans une paroisse, il ne va pas tenir le choc. Il est même ordonné quelques mois avant ses 24 ans, la date normalement requise, parce qu'on a peur que voilà, sa santé trop fragile ne permette pas d'aller jusqu'au bout. Et puis peut-être que Rome et le climat seraient plus favorable, en tout cas pour sa santé. Et c'est vrai que du coup, c'est favorable à autre chose. C'est cette carrière qui débute aussi sans doute, alors il y a quelques éléments qui permettent de le dire, parce que effectivement son père étant bien engagé dans le milieu politique et catholique, ça aide un petit peu à ce qu'il puisse avoir... que son père, Giorgio, est l'un des fondateurs du Parti populaire italien, de Don Luigi Sturzo, l'ancêtre de la démocratie chrétienne. Qui marque le retour des catholiques dans la vie politique italienne au lendemain de la guerre, jusqu'à l'arrivée du fascisme en 1922. Il va d'une certaine façon profiter des relations de son père, il va très vite être remarqué à la secrétaire d'État par le cardinal Gaspard, et il va entrer effectivement très jeune. Mais à partir de là, on ne peut pas dire que son ascension sera fulgurante pendant les années suivantes, puisqu'il y a toute la période de la Fucci où il sera aussi... Oui, il faut absolument y revenir. Mais il écrit déjà beaucoup dans ces années-là. On n'a pas de journal, comme vous l'avez dit, comme c'est le cas pour Jean 23, mais on a beaucoup d'écrits montiniens, des jeunes années de Montini, puisqu'il écrivait beaucoup. Son père était journaliste et quelque part, il avait aussi un peu cette vocation-là. Oui, puis juste pour compléter sur cette période-là, c'est vrai qu'il est à la fois investi petit à petit dans la curie, mais aussi effectivement très curieux des milieux intellectuels. Donc il travaille énormément, même si
il passe pour quelqu'un d'une santé fragile, à qui on essaie de pas trop en demander pour l'instant. Ce qui n'empêchera pas de mourir à 80 ans, donc tout Exactement. ça est très relatif. Avec une vraie attirance pour l'histoire. Ah, Plus que pour la théologie. Donc il avait même suivi des cours non seulement à la grégorienne chez les jésuites, mais aussi à l'université d'État, la Sapienza, à l'université de Rome. Et là, il avait un très bon professeur d'histoire du Risorgimento. Il aurait, je pense, souhaité continuer avec une telle... Ça vous aurait fait un excellent collègue. Vous avez dit la Fucci, ça je crois que c'est l'un des moments importants, il va falloir qu'on y revienne. Il faut peut-être expliquer là encore le contexte. Il arrive donc dans la vie politique d'une certaine façon au meilleur moment et au pire moment, c'est-à-dire au moment où, et comme vous l'avez dit, les catholiques se rallient d'une certaine façon à la vie politique, mais au moment où la vie politique elle-même est en train d'être bouleversée par l'arrivée de Mussolini. Et de basculer avec l'arrivée de Mussolini au pouvoir à la suite de la marche sur Rome en octobre 1922. Oui. Et il y a une coïncidence de date là assez étonnante entre l'entrée de Montini à la secrétaire d'État et l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Et donc, vous l'avez compris, il vient d'une famille quand même engagée dans la vie politique, mais quand même marquée par cette tradition libérale du catholicisme du nord de l'Italie, et donc assez prévenu contre le fascisme, etc., dans un milieu assez antifasciste. Et donc, il va accueillir avec une certaine réserve la signature des accords du Latran en 1929, qui marque la réconciliation, justement, entre l'Église et l'État. Il est à ce moment-là, effectivement, aumônier national de la FUCI, qui est la Fédération universitaire des étudiants catholiques italiens. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler, avec des termes français, une sorte d'aumônier d'action catholique. Voilà, mais des branches intellectuelles, de la branche des étudiants, donc les futures élites du pays. Et là, il va jouer un rôle très important en formant cette génération qui, après la guerre, arrivera au pouvoir, la classe dirigeante de l'Italie d'après 1945. Il est aumônier de la GEC, quelque chose comme ça. Oui, on pourrait faire le parallèle, oui. Oui, ce qui est frappant à cette période-là, c'est qu'on est toujours sur cette question politique, parce que très clairement, le gouvernement et Mussolini disent bien au Vatican, attention, les étudiants, aumônerie étudiante, d'accord, mais simplement un accompagnement spirituel, théologique, pas de politique. Et pour Montini, ça le démange. Enfin, j'ai envie de dire, il sent effectivement face au fascisme qu'il y a des choses à dire à ces étudiants, d'ailleurs qui seront les cadres de la démocratie chrétienne après-guerre. Aldo Moro, par exemple. Aldo Moro. Et donc, il arrive à les accompagner de façon spirituelle, théologique, mais aussi philosophique et politique, dans le sens noble du terme. Ce qui sera d'ailleurs pas toujours facile pour lui, parce qu'il sait forcément, avec sa place à la secrétaire d'État, que c'est très mal perçu. Est-ce qu'on peut dire... Il se veut avant tout un éducateur. Oui. C'est un éducateur. Il faut, dit-il, former les consciences pour préparer justement l'après-fascisme. Et donc certains historiens ont introduit le concept non pas d'antifascisme, mais d'afascisme, pour expliquer cette attitude, une stratégie culturelle, au fond pas d'opposition frontale au régime, mais culturelle. Il s'agit de préparer l'après-fascisme en formant une nouvelle classe dirigeante catholique sur des principes démocratiques qui pourraient, le moment venu, comme ça a été le cas après 1945, prendre les rênes du pays. Parce que cette classe-là anticipait déjà, pas la guerre, mais la chute du fascisme. On pouvait penser que le régime allait tomber un jour. Oui. On ne sait pas comment, mais on pouvait imaginer qu'il n'était pas éternel. Et sur les étudiants, j'ai envie d'ajouter aussi qu'il fait très bien son travail à la secrétaire d'État, et d'ailleurs on le verra dans sa longue carrière, mais les étudiants, rencontrer les étudiants et les accompagner, c'est sa respiration. C'est véritablement pour lui quelque chose de très très précieux. Et là on sent, en dehors de cette image d'un pape un peu sévère qu'on aura beaucoup plus tard, un peu fermé, eh bien on sent que Montini est un homme de contact, de relation, qui est d'ailleurs très très apprécié des étudiants. Donc là, il y a déjà, malgré ses dons intellectuels, son goût de l'écriture, etc., il y a déjà une vocation pastorale. Là. Il y a une phrase fameuse que je citais tout à l'heure, qui est souvent citée. Il écrivait au début des années 30 à un prêtre italien érudit, « Tu as choisi les livres, j'ai choisi les âmes ». C'est joliment dit. Et donc, tout Montini est là, au fond. On a une idée de son influence, de ses influences justement intellectuelles. C'est quoi les livres de chevet de Montini qui eut toute sa vie? Par exemple, à Brescia est conservée la bibliothèque du pape. Et les études ont été faites, notamment par un historien français, Jacques Prévotat, qui
qui a souligné l'écrasante majorité d'ouvrages français. Oui. Donc il y a une réelle ouverture à la culture française, mais déjà en famille. Hein. La grand-mère maternelle parlait le français, très attachée à la culture française. Saint François de Sales était vénéré comme un maître à la maison chez les Montini. Et la mère de Montini avait aussi vécu dans sa jeunesse pendant une certaine période à Chambéry, en Savoie. Et donc il y a un amour de la France, de la culture française. Et comme aumônier de la Fouche, il souhaitera précisément faire connaître cette nouvelle pensée catholique française, hein, comme Jacques Maritain, qu'il va être le premier à traduire en italien en 1928, 3 réformateurs qui sont publiés en 1928, dans une traduction de Giovanni Battista Montini, avec une préface de sa plume. Donc on continue, maintenant on va essayer de voir le côté secrétaire d'État. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de ses fonctions. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces années-là? En gros, il fait quoi à la secrétaire d'État? Il s'occupe, alors là aussi Philippe Chinot pourrait être plus précis que moi sur effectivement les postes qu'il a pu occuper. Oui, non, mais on va pas rentrer dans le détail. Des questions. Il est quand même un proche du pape Pie XI et puis bientôt Pie XII sur les questions intérieures, enfin, de l'Église, et aussi forcément il porte beaucoup les questions italiennes par passion déjà pour lui-même. En tout cas, il assure un travail très très fidèle et très ordonné. On sent dans ses écrits que c'est pas son penchant naturel, mais il est entre guillemets un haut fonctionnaire tout à fait appliqué. Ça c'est très clair. Fonctionnaire zélé, un bon fonctionnaire. Voilà. Et en même temps, il reste. On l'a dit par rapport au fascisme et la politique italienne, on le verra plus tard aussi, notamment avec Pie XII, il reste très intellectuellement indépendant. Et c'est ça qui est très frappant, puisqu'on aura un pape plus tard dont on va parler très, très important pour l'aggiornamento de l'Église, enfin pour tout ce qui va se passer autour du Concile Vatican II. Et en même temps, il a quand même fait 30 ans, il a passé 30 ans à la Curie, ce qui est assez surprenant. Pour autant, ça ne l'a pas, j'ai envie de dire, figé dans sa réflexion, bien au contraire. Et cette liberté commence déjà à se faire sentir. C'est une période, la période de la secrétaire d'État, cruciale dans la vie de Montini. Oui. Il doit démissionner de la Fouche en 1933. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est contraint à la démission, à la suite d'une espèce de cabale montrée contre lui, en partie aussi par les jésuites. Et là, il retourne à ses tâches, à la secrétaire d'État, où il est nommé en 1937 substitut. Donc c'est un rôle important. Il devient à partir de là le numéro 3, disons, dans la hiérarchie vaticane. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir apparaître son nom dans les rapports des ambassadeurs. Il devient quelqu'un dont on parle. Et même quelqu'un, surtout à partir de 1939, avec l'élection de Pie XII, quelqu'un qu'il faut voir, dont il faut cultiver la relation, le contact, parce qu'on sait qu'il a l'oreille du pape, qu'il est très proche du pape, que c'est l'homme de confiance du pape. Et donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, sur toute la période de la guerre, il va s'occuper, c'est vrai, des affaires plutôt intérieures de l'Italie, les affaires ordinaires, par opposition aux affaires extraordinaires qui concernent les rapports avec les États, donc la dimension diplomatique, si vous voulez, même si il s'en occupait aussi un peu, mais surtout, il aura en charge toute la politique humanitaire du Saint-Siège. Au début de la guerre, est créé au sein de la secrétaire d'État un bureau d'information pour les prisonniers de guerre, à son initiative, dont il va avoir la responsabilité. Et son rôle sera particulièrement crucial, surtout durant les mois de l'occupation nazie de Rome, de septembre 1943 jusqu'à juin 1944. Et notamment qui vont permettre de sauver beaucoup de juifs romains des déportations, etc. Et là, c'est l'homme clé pour ces questions-là. Et il va même sur le terrain, d'ailleurs, excusez-moi, il va sur le terrain lors d'un bombardement, il accompagne le pape Pie XII pour aller rencontrer les blessés, ce qui a été très très marquant pour les Romains, et ça on sent l'initiative de Paul VI derrière. Justement, je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de mauvais esprit, on a beaucoup critiqué Pie XII pour son attitude. Est-ce que vous diriez que c'est la bonne conscience de Pie XII? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il est dans une situation compliquée. Le pape a décidé de ne pas condamner. D'un autre côté, il y a cette sorte de... Enfin, il y a l'occupation qui est terrible.
Comment est-ce que vous verriez les choses? Alors, je sais bien qu'un historien n'a pas... Je trouve que, bon, si vous me permettez... Parce que vous avez fait en plus une biographie de Pie XII, donc, vous avez tendance plutôt à le défendre. Je vois ce que vous voulez dire, oui. mais c'est peut-être pas la bonne formule. Alors, dites-moi. Je dirais qu'il a appliqué la politique de Pie XII. C'est un fidèle, un bon exécutant, Montini, dans ces années-là. Et on ne trouvera pas une déclaration de sa part dans ces années-là qui laisse percevoir la moindre discordance avec les positions du pape. La position du pape étant de dire on ne peut pas parler, on agit. Et Montini était l'homme qui agissait, qui cherchait de nouer des contacts, etc., au niveau diplomatique, pour sauver le plus de vies humaines possible. Donc, tant il est vrai qu'au lendemain de la guerre, son influence sur Pie XII est assez forte. Dans les fin des années 40, avec la reconstruction de l'Italie, la création de la démocratie chrétienne, justement, c'est un peu l'homme des contacts, qui fait le lien entre le Vatican et cette nouvelle classe dirigeante qu'il avait contribué à former dans les années 20. Alors, du coup, encore une fois, vous voyez ce que j'essaie de faire. On critique Pie XII sur son attitude. Est-ce qu'on pourrait critiquer aussi Montini, par exemple, parce qu'il devait savoir, lui aussi, ces histoires de chambre à gaz, etc., et de n'avoir rien dit? On pourrait, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'a éclaté la polémique sur les silences de Pie XII, oui. Elle a éclaté en 63, à la veille de son élection au pontificat, oui. Avec la pièce de Hochhuth, le vicaire, etc. Et le dernier acte qu'il a fait en tant que cardinal, avant d'être élu pape, c'est d'écrire un article qui a été publié dans un hebdomadaire catholique anglais pour défendre la mémoire de Pie XII. Où il dit en clair, en gros, ce que je viens de vous dire. Le pape ne pouvait pas parler, il a gardé une certaine réserve, mais on ne peut pas parler d'un silence coupable, on a fait ce qu'on a pu, et le Vatican a sauvé beaucoup Et sur cela, il est resté très, très intransigeant. Il a défendu jusqu'à la fin la mémoire de Pie XII. Tant il est vrai qu'à la fin du concile, lorsqu'il a été question de béatifier Jean XXIII, il a dit d'accord, mais en même temps, on béatifie aussi Pie XII. Donc il est resté très fidèle et qui, quelque part, on pourrait dire que c'est resté son modèle, Pie XII, le pape. Et quand il est parti en Terre Sainte en 1964, il a aussi, à Jérusalem, rappelé cet épisode pour défendre la mémoire de Pie XII. En même temps, on sent dans ses écrits aussi la difficulté d'intervenir au niveau diplomatique. Enfin, certains évêques leur disent non, ne parlez pas trop directement parce que sur le terrain, c'est difficile à vivre en Allemagne, en Hollande. Donc ça, c'était un des éléments importants. Et puis, Montini est quand même repéré, c'est notamment l'ambassadeur de France, Vladimir d'Ormesson, qui dit il est bien repéré comme étant opposé au fascisme. Ça, très clairement, il a dû être un peu l'intermédiaire entre le Vatican et les autorités On étrangères. a une idée de comment il vit tout ça. Enfin, est-ce que, encore une fois, on est ennuyé de ne pas savoir l'histoire d'une âme qu'il aurait pu écrire. Mais est-ce qu'on a une idée... toute sa correspondance quand même. Il a écrit beaucoup quand même. Il écrivait beaucoup de lettres à ses parents, à sa famille, à ses amis, mais il s'ouvre finalement assez peu sur ces questions-là. C'est un homme très prudent, très discret. Il y a un jugement du comte Ciano, qui était le ministre des Affaires étrangères de Mussolini de 1943, qui, à la suite d'une conversation contre Montini, le décrit comme réservé, prudent, italien. 3 adjectifs. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec Pie XII, il dit à la fin, à la mort de Pie XII, vraiment, je l'aimais bien. Dommage, nous ne sommes pas toujours compris. Enfin, très clairement, mais ça, c'est un petit peu après-guerre. Il a d'autant plus de mérite de l'avoir défendu qu'il a été à un moment donné éloigné de Rome, il faut le dire. Oui, alors, ça, il est nommé justement, Milan, ça va nous permettre d'y arriver. Donc, on sent qu'il y a une sorte de... Il y a 10 années un peu disons, compliquées à comprendre, parce qu'en 1944, le secrétaire d'État meurt, Pie XII ne le remplace pas, donc, de facto, on peut dire que Montini est son quasi-secrétaire d'État. Enfin, il a plus de... Enfin, on peut dire aussi que Pie XII voulait faire être son propre secrétaire d'État. Ou alors que Pie XII voulait être son propre secrétaire d'État. Il avait été avant sous Pie XI, il connaissait le job, si j'ose dire. Mais j'allais dire presque mathématiquement par la hiérarchie, il est numéro 2 ou il est numéro 2. Je le dis, il a une très grande influence sur Pie XII dans ces années, à la fin de la guerre, au début des années 50. Et ce qui déplaît à certains au sein de la curie. Donc il y a quand même un parti, on l'appelle comme ça, le parti romain, Partito Romano, qui est très hostile à Montini et qui cherche l'occasion
de sa disgrâce, quoi, de l'éloigner de la curie, et finalement, elle... Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe en 54 Bon, les archives ne sont pas ouvertes en cette période, donc il y a toute une série d'hypothèses qui ont été émises, qu'on peut discuter, aucune n'est absolument convaincante. Il semble que, je crois, ce qui est plus ou moins sûr, c'est qu'à un moment donné, il a perdu la confiance de Pie XII. Il a perdu la confiance de Pie XII. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et donc, Pie XII a pris la décision de l'éloigner de la curie, mais en le nommant à Milan quand même. Hein. Il aurait pu le nommer dans un plus petit diocèse. C'est pas un placard doré, c'est quand même un des plus gros diocèses d'Italie. Certains disent une façon de le préparer à sa succession, même s'il ne l'a pas fait cardinal. Enfin, c'est vrai que dans cette période-là, Montigny prend une véritable envergure. C'est un interlocuteur privilégié pour beaucoup, et beaucoup disent, vous pourrez le confirmer sans doute, qu'il faut d'abord passer par Montigny si on veut s'adresser au pape. C'est quand même lui qui va aider beaucoup de choses. Et par exemple, le frère Roger Schutz de Thésée, à l'époque, c'est pas grand-chose, Thésée, eh bien, il est en contact avec Montigny. La question des prêtres ouvriers passe aussi par lui. Jean Guiton, dont un des livres est un peu contesté, rencontre Montigny, et il a ce rôle important qui peut-être, est-ce qu'il a été au-delà de ce qu'on attendait de lui, peut-être, j'en sais rien. C'est l'interlocuteur idéal à la curie, il adresse la personne vers qui tous les gens sont dirigés lorsqu'ils se rendent à Rome, notamment les Français qui ont un peu en délicatesse avec le Saint-Siège. Eh bien alors, on va faire une première pause avant d'arriver à la période milanaise, quand il est nommé archevêque. Je vous propose qu'on écoute ce qu'il disait, alors un peu après, puisque ça date de 1975, en tant que pape, sur la joie dans cette fameuse exhortation apostolique Gaudete in Domino, qui a donc été promulguée le 9 mai 1975. Frères et fils très chers, n'est-il pas normal que la joie nous habite lorsque nos cœurs en contemplent ou en redécouvrent dans la foi les motifs fondamentaux qui sont simples? Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Par son esprit, sa présence ne cesse de nous envelopper de sa tendresse et de nous pénétrer de sa vie. Et nous marchons vers la transfiguration bienheureuse de nos existences dans le sillage de la résurrection de Jésus. Oui, il serait bien étrange que cette bonne nouvelle, qui suscite l'Alléluia de l'Église, ne nous donne pas un visage de sauvé. La joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. Si ton œil est sain, ton corps tout entier est aussi dans la lumière. Nous touchons ici la dimension originale et inaliénable de la personne humaine. Sa vocation au bonheur passe toujours par les sentiers de la connaissance et de l'amour, de la contemplation et de l'action. Puissiez-vous rejoindre ce meilleur qui est dans l'âme de votre frère et cette présence divine si proche du cœur humain. Voilà, alors on a quitté Montigny comme secrétaire d'État, enfin sous-secrétaire d'État, substitut, et puis on le retrouve à Milan. Alors, est-ce qu'on a une idée des activités milanaises de Montigny? Il est l'archevêque d'un des plus gros diocèses d'Italie. Diocèse, oui. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y va véritablement à contre-cœur. Il se sent écarté de la curie. Même un de ses neveux dira plus tard qu'il l'a vu pleurer à la suite de cette nomination, et en même temps, dès qu'il arrive à Milan, il est accueilli avec énormément de chaleur par son diocèse, et il entreprend, c'est véritablement un révélateur, ce diocèse de Milan, d'une passion pastorale que va pouvoir montrer Montigny. Alors il décide, il est très proche, parce que c'est à cette époque, un diocèse, une ville aussi très industrielle. Il est très proche des ouvriers, ça lui semble très très important. Il assure une véritable présence publique, parce qu'à Rome, il était quand même plutôt dans les couloirs du Vatican, et pas toujours exposé véritablement. Là, cette fois-ci, il est très attentif à aller dans toutes ses paroisses, et Dieu sait s'il en a à Milan. Il va construire beaucoup d'églises, une centaine d'églises sont construites durant les années de sa présence, de son épiscopat à Milan, construites ou en projet en tout cas. Donc il est aussi dans une situation où Milan est un peu
en avance, j'ai envie de dire, par rapport à l'ensemble de la société italienne et la société européenne, où il y a cette confrontation avec le monde ouvrier, avec le communisme, et aussi une déchristianisation progressive qui commence déjà à Milan et qui le sent très très fort. Est-ce qu'on peut dire qu'il met en place le programme Fucci? Enfin, que ce qu'il n'a pas pu faire dans les années 30, dans les années 50, il le fait, d'autant qu'il succède à une haute figure, qui était le cardinal Schuster, mais qui était une figure très monastique, enfin quelqu'un de très... bon. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça, oui. Et je dirais que le Milan a été comme un laboratoire pour lui, d'expérience, où il a lancé la fameuse mission de Milan, qui est la principale initiative qu'il a prise comme archevêque en 1957. Donc un moment de 3 semaines de prédication intensive dans les paroisses qui ont vu se succéder plusieurs dizaines, centaines d'évêques, de prêtres, etc., même de laïcs. Lui-même est intervenu beaucoup. Et donc il y a cette idée qu'il faut relancer l'Église, il faut trouver, comme il le dira, c'est une belle expression, un visiteur français qui venait vers lui, le père Jacques Leuve, qui a été un des premiers prêtres ouvriers. Il faut une méthode nouvelle pour faire revenir le poisson dans la nasse de pierre. Et donc il y a cette idée-là, et il est plein d'enthousiasme et d'énergie, mais en même temps il est quand même assez encore marginalisé dans l'Église italienne, bien qu'il occupe un poste très important. J'en veux pour preuve le fait qu'il ne sera pas cardinal, et donc il ne participe pas au conclave de 58 qui élira Jean XXIII. Est-ce que vous diriez que c'est... Et donc il se considère lui-même, et non à tort, comme sous surveillance aussi, par rapport au Vatican et surtout au Saint-Office, qui est alors dirigé par son meilleur ennemi, si j'ose dire, c'est le cardinal Ottaviani. Et donc il y aurait encore beaucoup à dire là-dessus, mais je crois que c'est un aspect important qu'il faut souligner. Est-ce que vous diriez que c'est un évêque ou un archevêque moderne? Enfin, je veux dire, tel que... où on est enfin en train de basculer vers les archevêques qu'on connaît. C'est des archevêques plus engagés, plus... Où est-ce qu'il est? Vous voyez ce que je veux dire? Vu aujourd'hui, comparé au pape François, il apparaîtrait peut-être quand même comme encore très traditionnel. Oui. Il reste quand même attaché à la doctrine de l'Église, mais indiscutablement, il y a cette volonté d'insuffler un nouvel élan à la pastorale, d'être plus créatif, plus inventif, d'aller à la rencontre des gens. Il y a une grande attention de sa part pour le monde du travail, les ouvriers, il va aller visiter des fabriques, etc. En tout cas au début de son épiscopat à Milan, ce qui lui vaudra d'ailleurs l'étiquette d'archevêque progressiste, l'archevêque des travailleurs, etc. Donc il devra aussi se défendre contre ces accusations, et à un moment donné, il me semble qu'il devient beaucoup plus prudent dans ses expression de ses sentiments en public. Là où il apparaît sans doute moderne, c'est qu'il inverse un peu la démarche. C'est-à-dire qu'il explique à ses prêtres que non, ils n'ont pas à se désoler de voir que les gens ne viennent plus à l'église, c'est à eux d'aller voir les ouvriers, les familles, les personnes âgées. Donc une sorte d'inversion. Et même des textes où, de façon très humble, il s'excuse auprès presque de ceux qui ont été un peu abandonnés par l'église. Si vous n'êtes plus dans l'église, c'est qu'on n'a pas su vous accueillir, on n'a pas su vous garder. Donc il faut qu'on retrouve cette dynamique j'ai envie de dire, d'une église qui séduit. Et là-dessus, c'est vrai que la mission de Milan, ce grand événement dans lequel il fondait beaucoup d'espoir, il écrit par la suite que ça ne donne pas tous les fruits espérés. Et ça, c'est important parce que dans son pontificat, il y aura une déception par rapport au résultat qu'il a obtenu. Et c'est vrai que dans son pontificat, il va aussi investir beaucoup. Le Concile Vatican II va créer énormément d'espoir. Et puis, il y aura une période quand même très, très difficile pour l'Église après. Je trouve que le parallèle est intéressant. Il arrive à Milan avec une volonté de changer, d'aller vers les autres, vers les fidèles, et puis un peu de déception sur le résultat. Je pense que fondamentalement, c'est un réformateur. L'idée de réforme est un concept fondamental dans la pensée de Montini. Et il y a cette idée que l'Église doit toujours se réformer, Ecclesia semper reformanda, comme on disait à la fin. Nous, comme réformateurs, jamais réformés. À la fin du Moyen-Âge. Et donc, c'est pour ça qu'il va accueillir de manière très, très positive, avec enthousiasme, même si au début, il a eu
certain moment de stupeur, disons, la décision de Jean XXIII de convoquer un concile. Et ben voilà, on fait la transition vers la partie suivante de sa vie. Donc il ne participe pas au conclave, hein, puisqu'il n'est pas encore cardinal. Comment... Bon, après, il va être très vite cardinal, tout va bien, mais comment est-ce qu'il voit ce concile et quel est son rôle pendant les années où il n'est pas le directeur du concile, puisqu'il n'est pas le pape? Mais justement, il va être très actif dans ces années-là, qui vont les années 59-62, disons, jusqu'à l'ouverture du concile. Donc il intervient beaucoup, il écrit et il défend cette idée que si on fait un concile, c'est pour réformer l'Église, mais que cette réforme doit se faire quand même sous l'autorité du pape. Et donc là, il est sur la papauté, il est très ferme. Le maintien de la primauté papale. Donc il y a cette idée d'un concile de réforme, mais sous l'autorité du pape. Mais d'un concile aussi qui est un événement qui ne doit pas concerner que la hiérarchie de l'Église, mais tous les fidèles. Et même au-delà, le monde, et c'est pour ça qu'il intervient beaucoup. Et durant la première session du concile, il écrira ces fameuses lettres du concile à ses diocésains pour, d'une certaine façon, les impliquer dans ce qui se passe à Rome, qui pouvait apparaître un événement peut-être un peu lointain, réservé aux évêques, à la hiérarchie, qui ne concernait pas les fidèles. Non, lui, au contraire, il a cette idée d'un concile qui doit mettre l'Église en mouvement, d'une certaine façon, et toute l'Église. Il est à la fois très mobilisé, effectivement, et en même temps, j'ai envie de dire presque en réserve de la République, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rôle particulier, enfin si à la fin il intègre quand même le conseil qui va préparer l'ouverture du concile, mais il n'est pas dans les travaux préparatoires officiels, enfin il travaille beaucoup, il réfléchit beaucoup, il donne beaucoup de pistes, mais il ne s'expose pas trop, entre guillemets, parce qu'effectivement il a déjà cette image d'évêque progressiste de Milan, et il est clair pour tout le monde que Montigny pourrait bien être le successeur de Jean XXIII. Il n'était pas pavilé. Voilà, et Jean XXIII lui fait aussi comprendre que l'Église peut avoir besoin de lui. Donc il y a un sens du devoir, la possibilité de s'engager, mais pas trop. Ouais. Mais cette prudence, elle va se manifester surtout durant la première session du Concile. Tout à fait. Auquel il participe comme père conciliaire, comme archevêque de Milan. Et là, il ne va intervenir que 2 fois. 2 interventions. La première sur la liturgie et la deuxième tout à la fin de la première session, pour dire au fond qu'il manquait un plan d'ensemble, un programme. Et il sera même assez critique par rapport à la façon dont le Concile avait été organisé. Implicitement, ce qu'il reprochait à Jean XXIII, c'est une absence de leadership quelque part. Et lui-même, une fois élu, se voudra beaucoup plus interventionniste. Il est prudent parce que, justement, il sait qu'il a un brillant avenir, ou... Enfin, est-ce que c'est un politique, est-ce que c'est un carriériste? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un carriériste, mais un sens politique, comme tous les Italiens d'ailleurs. Je pense que ça, il l'avait, certainement. Et que dans un coin de sa tête, il pensait qu'il pourrait éventuellement être le successeur de... Un sens du devoir aussi, je pense. Un sens du devoir, oui. Oui. Tout à fait. Bon, en tout cas, ça a marché. Le voilà élu pape. Donc, Mais là, je voudrais dire quelque chose. C'est le concile qui l'a élu. Oui. Il y a une phrase fameuse d'un ambassadeur de Belgique près le Saint-Siège, peu après l'élection, dans une adresse au pape élu, Paul VI, qui dira « Le concile fut le berceau de votre élection ». Et c'est vrai, il a été élu par la majorité conciliaire qui s'était dessinée durant la première session du concile, parce qu'il apparaît comme l'homme le mieux à même de continuer l'œuvre de Jean XXIII. Et dès son élection, il va annoncer sa grande décision de continuer, de mener à terme le concile, dit-il, qui sera la grande œuvre de mon pontificat. Alors justement, maintenant on peut voir un peu son activité en tant que pape. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce pontificat-là? C'est le concile ou c'est ce qui s'est passé après? Moi, je dirais le concile, tout le concile et rien que le concile. Oui. Et ça a été le pape du concile. Tous les documents du concile ont été promulgués par Paul VI. La première session s'était conclue sans qu'aucun document ne soit adopté. Et lui-même a... courageusement cherché à mettre en œuvre les décisions du Concile, parce que la plupart de ces documents, et l'exemple le plus significatif est celui le document la Constitution sur la liturgie,
qui est au fond une loi cadre, qui énonçait un certain nombre de principes, mais il fallait mettre en œuvre cette réforme à partir de ces principes. Et c'est ce qu'il a fait, même déjà dès avant la fin du Concile, en créant une commission ad hoc présidée par un cardinal résidentiel, le cardinal Ercaro de Bologne, qui n'était pas un cardinal de Curie, pour mettre en œuvre courageusement cette réforme liturgique. Donc là, on retrouve cette idée de réforme. Il a voulu réformer l'Église en appliquant les enseignements du Concile. Mais ça lui a valu beaucoup de critiques, des résistances, etc. Et dans la tempête de l'après-concile, mai 68, etc., les choses sont devenues beaucoup plus compliquées. Fénin, comment vous voyez les choses, vous? Oui, moi je dirais le concile, mais plus que le concile presque encore, parce que c'est vrai que ce concile, vous l'avez dit, Philippe Chéneau, il a bien marqué, parce qu'il d'abord, il sait organiser les choses, hein, alors que Jean XXIII a été tout confiant en l'esprit. Je ne dis pas que Paul VI n'y croyait pas non plus, mais voilà, avec une expérience quand même de la curie très très prononcée. Que n'avait pas Jean XXIII. Que n'avait pas Jean XXIII. Il intervient beaucoup plus et il sait où il veut aller, en gros, avec ce concile. Mais ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est qu'il intervient dans le processus rédactionnel. Il s'est voulu un pape dans le concile. Et non pas à la fin laisser faire les pairs et puis accepter ou refuser le document. Lui est intervenu. Et de manière parfois ambiguë, en suggérant des amendements, donc on ne savait pas s'il fallait absolument en tenir compte ou pas. Et il s'est voulu un père conciliaire comme les autres en tant que pape. C'est très important ce que vous dites. Et d'ailleurs, on lui doit par exemple l'adjonction de la Nota Previa au chapitre 3 de la Constitution sur l'Église, sur la collégialité épiscopale, qui précise bien que la collégialité épiscopale ne remet pas en cause les prérogatives de la primauté, etc., et qu'on ne saurait opposer le collège au souverain pontife, qu'il y a d'un côté le pape, il y a de l'autre côté le collège, toujours avec son chef qui est le pape. Donc, et en même temps, quand il intervient, c'est aussi, c'est d'abord pour partager ces orientations que lui souhaite donner au Concile, mais c'est aussi souvent pour que les choses soient plus souples, parce que c'est un homme de dialogue et de... Enfin, il ne souhaite pas qu'il y ait des fractures trop fortes. Oui, ça c'est sûr, c'est un point important. Voilà. Il veut parfois, avec des petits amendements, permettre que la minorité qui résistait à un texte puisse revenir un petit peu sur l'adoption du texte. C'est du compromis, c'est la conciliation. Peut-être. Il a recherché mais en tout cas, voilà, je pense qu'un texte... l'unanimité morale. Voilà. Il fallait arriver à une forme d'unanimité morale sur les textes. Un concile, c'est pas 51%, 49, quoi. Hein, le souhait, c'est que effectivement, ça soit l'Église... Et donc, il fallait éviter les ruptures de l'après-concile. Très diplomate. Il craignait un schisme, c'est évident. Et alors justement, ça s'est un peu arrivé. Et je vous propose qu'on entende ce qui a déclenché, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la fameuse encyclique Humanae Vitae du 25 juillet 1968. On va entendre le paragraphe 14 qui a fait le plus couler d'encre, et on va après ensuite le commenter. Donc Humanae Vitae. En conformité avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage, nous devons encore une fois déclarer qu'est absolument à exclure, comme moyen licite de régulation des naissances, l'interruption directe du processus de génération déjà engagé et surtout l'avortement, directement voulu et procuré, même pour des raisons thérapeutiques. Est pareillement à exclure, comme le magistère de l'Église l'a plusieurs fois déclaré, la stérilisation directe, qu'elle soit perpétuelle ou temporaire, tant chez l'homme que chez la femme. Est exclue également toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation. Alors, on va peut-être pas revenir sur tout ça, la situation est compliquée. Est-ce que vous pensez qu'il avait prévu ça? Est-ce que vous pensez que c'est un pape qui, comme vous avez dit, Philippe Chéneau, son pontificat, c'est le Concile. Est-ce que vous pensez qu'il a trop mis dans le Concile et il n'a pas vu venir les choses, ou au contraire, il avait compris que le Concile allait déclencher toutes ces années 70, un peu difficiles tout de même pour son pontificat? C'est une question difficile. Si j'avais la réponse, vous écriviez un livre. Je vous la donnerais, oui. Je pense qu'il a prévu que ça ne serait pas facile de réformer l'Église, qu'il y aurait des résistances.
mais sans doute pas dans cette mesure-là. Il a été à un moment donné très surpris par les réactions, notamment au lendemain de la publication de l'encyclique Humanae Vitae, qui intervient 2 mois après les événements de mai 68. Oui. Là, il y a un effet d'emballement qui a joué, un mouvement de contestation de l'autorité dans la société, mais aussi dans l'Église. Et il n'était pas préparé pour accueillir, pour réagir à ce mouvement-là. Et il confiera quelques jours après la publication de l'encyclique, alors qu'il voyait les premières réactions de désapprobation, même de certains épiscopats, comme en Belgique, en Allemagne et dans d'autres pays, sans parler des théologiens, la fronde des théologiens, etc. Jamais nous n'avons senti peser le poids, comme en cet instant, le poids de notre charge. Enfin, une phrase comme ça qui va prononcer lors d'une audience générale. Donc là, il a vécu très, très douloureusement cette période, indiscutablement, qui a été une période très dure de la vie de l'Église, avec une crise à tous les niveaux. C'est vrai qu'il avait pris une place tellement importante dans cette réforme de l'Église qu'à partir de mai 68 et d'Humanae Vitae, tout le monde va lui tomber dessus, entre guillemets, pour l'accuser de toutes les difficultés, du départ de prêtres, enfin tout lui est reproché. Effectivement, il est très blessé de cette situation, d'autant plus que les questions morales et sexuelles avaient été retirées, enfin il les avait un peu confisquées du concile, sentant que cette unanimité qu'il cherchait n'allait pas pouvoir se faire et que ça risquait de crisper les débats. Et donc il fait travailler beaucoup d'éveils, de théologiens sur la question, qui pourtant sont plutôt favorables à une certaine ouverture, et puis au bout du compte, notamment un certain Wojtyła, l'aide à réfléchir sur les choses à tenir. Je me souviens avoir lu de lui, il écrivait que pour réformer l'Église, il faut lui être tenacement fidèle. Et c'est un peu la mission, sans doute, que Paul VI ressent dans ces années après-concile, c'est qu'il faut tenir les deux bouts, alors qu'il voit souvent des camps s'affronter. Et ça, pour lui, c'est spirituellement très, très difficile, effectivement. Et il n'écrira plus d'encyclique après Humanae Vitae. Donc, lui qui avait trouvé le moyen de parler au monde d'aujourd'hui, il se trouve un peu bloqué. Alors même que ses premières encycliques avaient été plutôt bien accueillies. La première encyclique Ecclesiam Suam et surtout Populum Progressio, qui est l'espèce de charte de l'humanisme montinien, de cette église post-conciliaire, le développement et le nouveau nom de la paix, publié en 67. Et c'est vrai qu'après 68, il ne publiera plus d'encyclique et il ne voyagera non plus. Il faut peut-être parler aussi des voyages apostoliques. Il a inventé les voyages apostoliques, en commençant par un lieu on ne peut plus symbolique, qui est la Terre Sainte, en allant en étant le premier pape en 1964, ce qui a permis de débloquer aussi les relations avec le patriarche Athénagoras, le monde de l'orthodoxie, etc. Et ensuite, il ira aux Nations Unies en 65, et puis sur tous les continents. Donc ça, c'est aussi une dimension importante de son pontificat. Est-ce que vous diriez que c'est un pape moderne, qui prépare Jean-Paul II? Alors, il prépare Jean-Paul II. Je pense qu'on ne peut pas oublier que la figure du pape Paul VI est quand même un peu moins médiatique. Elle est quand même plus triste, plus fermée, plus soucieuse que ne le sera Jean-Paul II. Mais il a effectivement préparé le terrain à Jean-Paul II qui va voyager. On ne peut plus que Paul VI, les JMJ. Il y avait déjà des journées de la jeunesse à Rome, simplement organisées par Paul VI pour les étudiants, le dimanche des Rameaux. Donc il y a plein de choses qui sont préparées, mais que Paul VI ne peut pas mettre en musique ou ne sait pas mettre en valeur. Moderne, oui, parce qu'il y a aussi cette confiance avec le monde. Paul VI n'a pas peur du progrès scientifique. Il dit qu'il faut réfléchir aux questions, mais il ne craint pas le dialogue avec le monde, le dialogue avec les autres religions. Et ça effectivement, c'est typiquement moderne. Alors aussi, c'est Jean Guiton qui le relève, typiquement moderne parce que inquiet, parce que torturé, parce que dans une situation d'inconfort, qui est un peu quand même la situation de notre monde moderne. Alors, la réforme et dialogue, c'est aussi un terme important pour déchiffrer le pontificat de Paul VI, le concept de dialogue. Et d'ailleurs, il y a dédié sa première encyclique, Ecclesiam Suam, qui est toute entière consacrée à ce thème
du dialogue. Et ensuite, il va mettre en musique, si j'ose dire, cette politique du dialogue, aussi au niveau politique. Et là, on pourrait parler aussi de l'Ostpolitik. On a 2 minutes, mais quelques mots sur cette Ostpolitik. Les pays de l'Est, qui apparemment s'inscrivaient dans la continuité de la politique concordataire du Saint-Siège d'avant-guerre. Il s'agissait de défendre les droits de l'Église par des accords concordataires, etc., avec les États, même les États totalitaires ou peu respectueux des droits de l'homme. Mais après le Concile, il y a aussi cette idée d'une Église qui se veut au service de l'homme, donc qui mène une politique qui va dans qui veut servir l'homme et ses valeurs, donc promouvoir la paix, la justice, etc. Et donc cette Ostpolitik vaticane, elle s'inscrit aussi dans cette perspective-là, d'une politique de détente destinée à favoriser la paix, ce qui permettra au Saint-Siège de participer à la conférence d'Helsinki en 1976, et on sait l'importance qu'a eu Helsinki dans le processus qui a conduit à la chute du mur de Berlin en 89. Et de ce point de vue-là, il y a une continuité peut-être plus grande qu'on ne l'imagine, même sur la question de l'Ostpolitik, entre Paul VI et Jean-Paul II. Alors, dernière question, avec une réponse brève. La quasi-dernière intervention de Paul VI, c'est lors de l'enterrement d'Aldo Moro. Il est figé, on le sent blême, enfin bon, il va mourir dans pas très longtemps, hein. C'est en 78. Est-ce que cet assassinat d'Aldo Moro, c'est aussi la fin de cette parenthèse Fucci et puis de ces aspirations-là? Comment est-ce que vous verriez les choses? Oui, on a pu dire qu'il avait été le seul pape démocrate chrétien de l'histoire du XXe siècle, mais il y a un peu de ça. Et j'ai dit qu'il avait des rapports d'amitié très étroits avec ces grands leaders de la démocratie chrétienne, dont Aldo Moro, qui était un ami personnel, et il a vécu comme une tragédie personnelle, ce qui est arrivé, son enlèvement, et puis surtout son assassinat. Hein. Il a adressé une lettre pathétique, une supplique aux ravisseurs, en leur demandant de le libérer sans condition. Et d'où ces paroles, effectivement, prononcées à Saint-Jean-de-Latran lors des obsèques d'Aldo Moro, qui étaient très émouvantes, et qui ont frappé. Et qui en même temps montrent je vous le dis d'un mot, c'est son humanité. Oui, son humanité, et puis on l'a entendu tout à l'heure avec l'extrait, son attachement très fort à la joie intérieure, même si elle ne se reflétait pas sur son visage toujours. Alors, pour mieux découvrir Paul VI, plusieurs livres, évidemment, c'est la saison. Philippe Chéneau, vous allez faire paraître aux éditions du Cerf une biographie de Paul VI. Et puis, vous êtes également l'auteur de 2 livres très importants. L'Église et le communisme en Europe, 1917-1989, de Lénine à Jean-Paul II. C'est paru au Cerf. Et paru chez Desclés de Brouwer, Le temps de Vatican II, une introduction à l'histoire du Concile. Christophe Héninck, vous êtes l'auteur, je l'ai dit, en commençant, d'une petite vie de Paul VI, paru aux éditions DDB, Desclés de Brouwer. Et puis, je recommande aussi à nos téléspectateurs un très joli livre du père Patrice Mailleux, Méditer avec Paul VI, introduction et florilège, rassemblés par le père Patrice Mailleux, OSB. Il est bénédictin, aux éditions Salvator. Voilà, merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir cette figure attachante. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.